Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Chers étudiants, on va voir aujourd'hui une autre méthode qui est classée parmi les méthodes statiques non linéaires équivalentes et qui repose sur l'analyse pushover. Cette méthode, on l'appelle la méthode N2, qui est beaucoup plus utilisée dans l'Eurocode. Bien sûr, il y a actuellement la méthode N2 améliorée, mais le principe est le même. On va voir les différentes étapes concernant cette méthode N2. Pour les autres méthodes qui dérivent de cette méthode R2, donc il suffit juste de suivre ces étapes-là avec les coefficients correspondants. Donc, le but, bien sûr, c'est d'arriver à calculer une réponse dynamique d'une structure simple par la méthode statique non linéaire équivalente en utilisant la méthode Pushover et la méthode N2 en même temps. Donc, on va utiliser le même exemple que d'habitude. Toujours donc un système à 3 degrés de liberté avec une supposition du diaphragme donc, rigide, du plancher rigide, et on retrouve donc notre modèle à 3 degrés de liberté, 1, 2, 3, le troisième au sommet, avec des masses concentrées donc au niveau des degrés de liberté. Et on applique le même type de changement latéral, ce qu'on appelle la charge triangulaire inversée de 100, 200 et 300 kN. Donc, le même spectre de réponse ou bien de demande est utilisé, c'est le spectre RPA 99-2003, avec les mêmes données donc, concernant ce spectre-là. Donc là, les différentes étapes concernant la méthode 1-2, rappelons que le but de cette méthode est de pouvoir superposer la demande et la capacité, ce qu'on appelle demande-offre, donc offre-demande. L'offre, c'est ce qu'on appelle le spectre de capacité, d'essayer de la superposer sur la demande et retrouver le point d'intersection qui correspond à une égalité entre l'offre et la demande. Ça, c'est le principe en général. Maintenant, il faut le faire dans un seul repère, donc unique, entre les deux courbes, que ce soit la courbe de demande ou bien la courbe de capacité. Donc, il faut le faire dans un repère unique. Pour cela, donc, on commence par exemple, choisir un spectre de demande ou bien de réponse en fixant donc un xi, par exemple, 5%, par exemple, donc, et on retrouve notre fameux spectre, donc, défini dans le repère SA. Bon, on a ajouté ici le E pour dire que c'est élastique. D'accord? Donc, cette courbe-là, définie dans SAT, on va la transformer comme d'habitude dans un repère SA et SD. D'accord? On l'appelle le repère ADRS, donc Acceleration Displacement Response Spectre. D'accord? Donc là, c'est des transformations qui se font par rapport à cette équation-là. Donc, on a l'habitude de le faire ça. Presque toutes dans nos applications, on a fait ces transformations. D'accord? Donc là, je passe, j'ai cette première courbe de demande avec un xi est égal par exemple 5%, mais un spectre élastique. Donc c'est ça ce qui est donc le début de mon étape. D'accord? Bien sûr, il y a quelques valeurs qui m'intéressent, TC, parce que j'en ai besoin par la suite. TC, on a dit, c'est la période donc, qui définit le passage de l'accélération constante au passage à la vitesse constante de mon spectre. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, on l'a fait pour notre exemple. Et en choisissant le RPA 99, donc on a pu le transformer en repère SA sur G sur S. Donc, je rappelle, SA sur G, c'est juste pour avoir 100 unités donc, dans cette valeur. D'accord. Deuxième étape, donc une fois que j'ai la demande, je vais vers l'offre, c'est-à-dire la capacité. Et bien sûr, la première étape dans la capacité, c'est d'abord de déterminer votre courbe push-over par n'importe quel logiciel, par exemple le SAP. La courbe push-over s'obtient par une application d'une force latérale sur votre structure et vous allez jusqu'à essayer donc de rompre votre structure à la fin donc du collapse, si vous voulez. Et là, donc, vous retrouvez dans votre, par exemple, SAP 2000, un fichier, donc vous pouvez l'afficher en résultat qui représente la variation de l'effort tranchant à la base avec la valeur du déplacement au sommet de votre structure. Donc vous avez, si vous voulez, 3 degrés de liberté ici, d'accord? Donc vous allez, ça c'est V à la base, donc que vous allez représenter par rapport à votre déplacement ici, donc ce que vous appelez ici au sommet, votre XT. C'est ça ce qui m'intéresse, donc parce que je suis dans un système à plusieurs degrés de liberté. Donc ça me donne cette équation-là par SAP, donc c'est ce qui m'intéresse dans cette équation. Donc, rappelons que cette équation est définie dans le repère Vxt.
D'accord? Et que je dois transformer ça en un repère SASD pour que je puisse la superposer avec mon spectre élastique ou bien mon spectre de réponse. D'accord? Donc pour cela, je passe par des étapes intermédiaires parce que j'ai besoin de quelques caractéristiques. Donc je vais d'abord bilinéariser donc la courbe pushover VXT, d'accord? La rendre donc bilinéaire et puis la transformer en courbe en x étoile x, q étoile x étoile avec q étoile CV sur gamma 1 phi 1 et x étoile qui est le SD, donc xt sur gamma 1 phi 1. Donc, rappelons que l'hypothèse de la méthode de N2, c'est qu'on suppose un comportement élastoplastique parfait. D'accord? À l'inverse des autres méthodes, donc là, c'est un comportement élastoplastique parfait, c'est-à-dire que mon alpha pour le post élastique est égal à 0, c'est une droite horizontale, si vous voulez. D'accord? Donc, je vais passer de cette courbe pushover à une courbe bilinéaire que je vais la transformer du système à plusieurs degrés de liberté en un système à un seul degré de liberté avec ces transformations et je passe à Q étoile, X étoile. Pourquoi Q étoile et X étoile? C'est parce que j'aurai besoin de ces valeurs-là, Q étoile à la limite, donc Y et X étoile Y, pour que je puisse calculer les caractéristiques du système à un seul degré de liberté sur toute la période. D'accord? Avec cette équation-là, donc ceci est la légèreté équivalente, donc elle n'a pas beaucoup d'importance, mais ce qui est important, donc, c'est la période qui va m'intéresser pour le système à un seul degré de liberté. D'accord? Donc, le passage de ceci à ceci se fait par ces équations-là, donc, pour déterminer donc, le Q, Y étoile et X, Y étoile. D'accord? Donc, bien sûr, vous pouvez retrouver une autre forme de T, d'accord? En allant directement au lieu de Q étoile intermédiaire, je vais travailler sur SASD et je peux transformer ceci en SASD limite. D'accord? C'est le même principe, sauf que c'est un peu plus pratique de comprendre le cheminement de ces transformations. D'accord? Donc là, on l'a fait pour notre exemple et je répète que le passage de cette courbe rouge non linéaire à une courbe bilinéaire avec alpha est égal à 0 se fera selon le même principe. Toujours l'air qui est ici, donc au-dessous de votre courbe pushover et le petit ici, d'accord, doit être égal à l'autre R, donc celle-là plus celle-là. D'accord? Donc ça, c'est l'égalité des aires ou bien l'égalité des énergies qui va me donner cette ressource. Comme j'ai dit, c'est un processus itératif, donc au fur et à mesure, en partant d'une valeur, et vous retrouvez donc jusqu'à convergence vers les deux surfaces. D'accord? Donc on le fait sur, vous pouvez numériser ça même sur Excel, vous pouvez le faire, donc, et ça vous donne donc les limites qui m'intéressent, donc cette limite-là entre l'élastique et le post-élastique, donc le point de limite élastique, donc avec un UY qui est 2,508 cm et un V, donc 148,424 avec alpha est égal à 100. Donc ça, je suis toujours dans le repère V et XT. D'accord? Je peux tirer donc ces deux valeurs à titre d'information surtout. Donc maintenant, je passe de XT à de V, par exemple, XT de cette courbe-là bilinéaire à une courbe donc Q étoile SD étoile SD qui est le X étoile. Donc en passant, cette transformation se fera par le biais de ces deux équations. Donc, d'accord, je répète, Q étoile est une phase intermédiaire pour arriver à SA. Ce n'est pas encore SA, mais c'est une valeur intermédiaire donc qui va me permettre de passer à SA. Donc avec les données que j'ai ici, avec le choix du premier mode uniquement, donc ça va me donner un gamma 1 L1 sur M1. M1 c'est phi transpose M et L1 c'est phi transpose M delta. Delta c'est toujours le vecteur unitaire pour représenter la répartition de l'effort par rapport au degré de liberté choisi. D'accord? Donc la même chose, la transformation c'est simple. Je passe de ces valeurs-là que j'ai déjà calculées à ces valeurs-là, donc qui vont encore m'intéresser plus. Donc je tire le X étoile, si vous voulez, post-élastique et le Q étoile post-élastique. D'accord? Avec ces deux valeurs, donc je peux, si vous voulez, avec ces deux valeurs que j'ai, donc le 117,958 en kilonewton et 1,9931, maintenant, je peux calculer ma période du système à un seul degré de liberté et la rigidité équivalente, donc du système à un seul degré de liberté. C'est ça qui m'intéresse parce que j'ai besoin de ces caractéristiques pour définir la réponse du système à un seul degré de liberté.
D'accord? Donc, une fois que j'ai dans le repère Q étoile et SD qui est X étoile, je dois encore le transformer donc en SA et ST. D'accord? Ça, c'est très important parce que, rappelez-vous qu'au début, ma courbe de spectre élastique ou bien de spectre de réponse est définie dans le repère SA sur G et SD. Donc, c'est pour ça que je vais essayer de mettre le tout sur les mêmes axes, donc SA et ST. Pour cela, donc, il suffit de transformer XT donc, en SDE et V, si vous voulez, ou bien Q étoile en SA sur G. D'accord? Vous avez les deux équations. La même chose, si vous avez uniquement un sur mode, donc vous retrouvez ces transformations de façon simple. Donc, je passe de ces valeurs-là, V, Y, Q étoile Y et UY, à SA sur G, Y et SD, Y. D'accord? Donc, ça, c'est l'étape de transformation, l'étape 5. Une fois que j'ai les deux, maintenant, puisque je suis dans une phase inélastique, bien sûr, la méthode N2 propose de réduire mon spectre élastique, parce que ça, c'est un spectre élastique, si vous voulez, que j'ai défini au début. Donc, c'est un spectre élastique défini dans le repère SA sur G, SD, par rapport à un xi choisi. Donc, ça, c'est le spectre élastique que j'ai utilisé au début. Il faut que je le réduise pour tenir compte de la phase inélastique. D'accord? Ça, se fait par le biais de ce que propose N2 comme moyen de réduction, donc en passant par ces équations-là, donc SA inélastique par rapport à SA élastique, en passant par le coefficient donc, de comportement Rmu. D'accord? Avec Rmu qui prend deux valeurs par rapport à la valeur de T sur Tc, donc si T est inférieur à Tc, T c'est la période donc, du système à un seul degré qu'on a calculé, on prend cette équation-là. Par contre, si T est supérieur à Tc, R nu est égal à nu. Là, c'est ce qu'on appelle la zone des périodes faibles. Et là, c'est la zone des périodes moyennes et grandes. Là, c'est pour faire la dissection entre les deux. Donc, si je suis dans la zone des périodes moyennes et grandes, donc le facteur de comportement est confondu avec le facteur de ductilité. D'accord? C'est pour ça qu'on peut utiliser une ou deux ou l'autre transformation. D'accord? Donc là, vous voyez qu'on a déjà calculé un T 0,635. Donc je reviens, j'ai déjà calculé un T ici pour le système à un seul degré de liberté, donc 0,635. Je le compare à T, C est égal à 0,5. Donc je l'ai tiré tout à fait au début de mon spectre donc de réponse ici. Donc ça, c'est le TC. Ça, c'est le poids qui correspond à ceci. Donc c'est 0,5. D'accord? On voit que T est supérieur à 0,5. Donc on est dans cette catégorie-là. Ça veut dire que R mu est égal à mu, c'est-à-dire SAE sur SAI. D'accord? Et donc, mu, c'est SDIN sur X étoile ou bien SDE sur X étoile, donc de façon générale. Parce que avec R mu est égal à mu, on va voir que le déplacement inélastique et le déplacement élastique sont confondus. D'accord? On va le voir rapidement donc, dans notre raison. D'accord? Donc là, c'est très important pour des périodes moyennes et longues. Donc, on tombe sur l'égalité des deux déplacements. D'accord? SAE est tiré donc du spectre élastique pour une valeur de 0,635. Donc, je reviens tout à fait à mon spectre initial élastique. Avec 0,635, on peut tirer du graphe la valeur SAE 6,535 mètres par seconde au carré. En la remplaçant, donc, sachant que SAIN, c'est inélastique, donc c'est le rapport entre Q étoile Y sur L1, d'accord? Et on retrouve donc, ça c'est l'accélération, donc l'absolu de l'accélération qui est égale donc à Q étoile L1, ou bien V le vecteur, l'effort tranchant yielding sur gamma 1 L1. Donc c'est la même chose. On retrouve donc 1,9545. En faisant le rapport des deux, donc celui-là sur celui-là, ça me donne le facteur de réduction 3,35. D'accord? Si je divise le spectre élastique par ce facteur, bien sûr, on obtient ce qu'on appelle le spectre inélastique. Donc on peut le faire. Vous voyez que c'est une simple réduction. Je passe du spectre inélastique, d'accord, du spectre élastique au spectre inélastique en utilisant donc un facteur de réduction R. D'accord? Et là, donc, bien sûr, j'ai exprimé mon inélasticité à travers cette transformation-là. Il suffit maintenant de faire la superposition entre la courbe donc, de capacité que j'ai déjà définie dans le repère SA
et SD qui est X étoile, et la courbe donc de inélastique, donc celle-là, pour un mu fixé que j'ai déjà fixé pour retrouver cette valeur-là. Bien sûr, si je fais la réduction, ça veut dire que je suis passé d'un nu ici, par exemple, 1 à un nu donc différent de 1. Quoi. Et là, donc, j'obtiens un spectre modifié pour une valeur de mu fixe. D'accord? Donc, dans mon cas, je l'ai fait. Donc, pour mon exemple, donc, vous voyez que j'ai superposé maintenant le spectre inélastique avec ma courbe bilinéaire donc, que j'ai déjà déterminée. Et puis, pour interprétation, j'ai ajouté le spectre élastique à 5 couches. Vous voyez que le point d'intersection ici entre le spectre inélastique en bleu et la courbe bilinéaire en vert, il est dans la continuité de l'intersection avec le spectre élastique. C'est pour ça qu'on a dit pour T supérieur à TC, on retrouve l'égalité des deux déplacements, que ce soit élastique ou inélastique. Donc, on retrouve, c'est la même ligne. Donc, vous voyez que c'est à 6,68 cm, il se rencontre. Ce 6,68 cm, d'où on l'a trouvé. Donc, là, j'ai le yielding ici. D'accord? Là, j'ai, sur ce yielding, là, j'ai l'intersection SAG sur 0,667 pour un T équivalent. Donc, j'ai le T, j'ai le SA. Je peux tirer donc le ST. Et le ST, donc, je le retrouve ici, égal à SDE. SDE, pardon. Je retrouve le SDE à partir de la relation entre SA et T. Donc, il y a un SDE. SDE, donc, je le retrouve sur la lignée, donc ici, et ça me donne donc un 6,68 cm. Donc, vous voyez que j'ai une relation. SDE est égal à T SAE sur 4 pi2. Donc SAE connu, TC connu, et on retient donc SDE. On fait descendre le SDE, on retrouve mon point de performance qui est l'intersection entre le bleu et la verte. D'accord, il faut faire attention. Donc il y a un sujet quelque part qui rôde pour représenter l'axe vertical. Voilà, donc c'est ce qui m'intéresse. Donc j'ai retrouvé mon SD, j'ai retrouvé mon SA, si vous voulez, correspondant à SD. Donc, j'ai deux valeurs maintenant. Il suffit que je compare le T avec le TC, d'accord? S'il est supérieur, ça veut dire que je me retrouve, comme j'ai dit, dans une continuité entre SD et SD. D'accord? C'est ce que j'ai appelé, donc, je suis dans les moyennes et longues périodes. D'accord? Donc, je l'ai fait pour mon cas là, d'accord, et j'ai retrouvé donc mes valeurs, que ce soit de SD, S inélastique ou bien le SA sur G au point correspondant. D'accord? Donc là, je reviens maintenant avec ces valeurs-là, puisque j'ai déjà calculé le SD inélastique, je peux revenir, ça c'est pour le système à un seul degré de liberté, je peux revenir pour calculer le déplacement du système à plusieurs degrés de liberté en passant par le facteur de participation et ce que j'ai appelé donc la valeur de la composante n du mode 1. En faisant ça, donc on retrouve une valeur de déplacement au sommet d'un système à 3 degrés de liberté égale à 8,41 cm. Avec ce 8,41 cm, je reviens à ma courbe push-over initiale, donc tout à fait initiale entre V et XT, c'est-à-dire du système à 3 degrés de liberté, et je fais correspondre donc pour retrouver ma valeur de l'effort tranchant correspondant. Comme j'ai dit, je peux le calculer par le biais d'une interpolation entre deux poids, si vous voulez, de déplacement consécutif. D'accord? 8,41, c'est entre 6,16 et 8,51. D'accord? Une fois que j'ai ces deux valeurs maintenant, je peux les répartir sur les hauteurs, sur les autres degrés de liberté, que ce soit le déplacement par le biais de phi1, d'accord, x égale à phi1 xt, parce que j'ai calculé xt, ou bien l'effort tranchant à la base. Donc, je le répartis sur les différents niveaux et je retrouve les efforts donc, au niveau de chaque niveau. D'accord? Donc, je retrouve le vecteur déplacement. Si vous tracez ceci, donc vous allez trouver cette forme-là. Donc, au sommet, c'est 0, ou bien 8,41 cm. Au deuxième, c'est 6 cm. Et puis 2,5 cm. Vous retrouvez cette forme-là. Et vous retrouvez donc les efforts au niveau de chaque niveau, donc chaque étage de votre structure. Voilà ce qui m'intéresse dans ces applications. D'accord? Donc, je pense que on a terminé avec cette méthode 1-2 qui est très simple. Elle est la plus utilisée au niveau de l'Eurocode. Maintenant, pour utiliser de façon vraiment correcte, pour revenir à l'Eurocode, et l'Eurocode propose déjà une répartition de la force latérale qui est appliquée sur votre structure pour le push-over. Elle a une certaine forme spécifique qu'il faut l'utiliser. C'est tout. Donc, c'est la seule différence. Vous partez d'une force déjà imposée par
l'eurocode, cette force-là qui est triangulaire inversée, donc, et vous utilisez pour définir donc votre réponse. Le principe sera le même. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je vous retrouverai dans une autre application. Merci.